Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie du rédacteur en chef d'Endurance Mag et évidemment mon acolyte Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, on en est déjà au 30e numéro de ce podcast et on va prendre la direction de l'Est, plus précisément du Japon, pour parler de la prochaine épreuve de WEC, les 6 heures de Fuji. C'est déjà la 7e et avant-dernière manche de la saison 2024 du championnat du monde d'endurance de la FIA qui a, je trouve, jamais été si disputé. Donc on va essayer de vous donner les chiffres, des infos et puis des nouveautés aussi qui sont tombées récemment et qui fait forcément un petit peu bouger le monde de l'endurance. Donc on va s'y atteler tout de suite, cette présentation de l'épreuve de Fuji. Une épreuve qui généralement, Geoffroy, est plutôt marquée par des conditions météorologiques et climatiques un petit peu compliquées. Ah ouais, alors je croyais que tu allais me parler sur le plan sportif. C'est une épreuve qui est marquée par une victoire Toyota, parce que c'est quand même Aussi. souvent Non, son maître non. chez eux. Il y en a une seule qui leur a échappé. En 2015, c'est Porsche qui a gagné. Alors en 2013, en toute transparence, puisque je parle toujours du podcast Trajectoire, je vais forcément en parler aussi d'entrée. Le podcast que j'ai le plaisir aussi d'animer en parallèle. Benoît Tréluyer a quand même voulu revenir sur cette épreuve qu'il aurait dû gagner même 1000 fois. Surtout que lui et Fuji, il adorait quand il roulait au Japon, C'est vrai. dans le Ouais. championnat japonais. Il partait en pole, l'Audi numéro 1, je crois. Il partait en pole en 2013. Et puis, en fait, la course s'est jamais lancée. Le problème, c'est que sur la grille de départ, les gars de chez Audi ont oublié d'enlever. Alors, c'était quoi? C'était des mousses, je crois, qui évitaient que l'eau rentre dans la voiture à l'arrêt. Et en fait, le directeur, alors je me souviens plus comment, qui lui a intimé l'ordre de rentrer au stand, et lui, il refusait, il refusait, il refusait. Enfin, en tout cas, le pilote qui était dans la voiture refusait jusqu'au moment où il a craqué. Je crois que c'était Marcel Fessler. Attends, Oui, je faudra crois que que je c'est Marcel réécoute. qui était au volant. Ouais. Faudra que je réécoute Trajectoire. Et en fait, si tu veux, Marcel s'arrête et la course est jamais partie. Donc même avec ce problème-là, ils auraient quand même gagné la course et ils ont terminé 26e. Donc voilà, des petites anecdotes aussi. Il y aurait pu avoir 2 victoires autres que Toyota, mais là franchement, ils sont à domicile en plus à Fuji. Donc ils dominent tout le temps et peut-être que ce week-end aussi, ils seront au sommet. Bah écoute, ouais, en fait, ce qui est marrant, alors, c'est bien direct, on part dans des anecdotes et dans des histoires parallèles. Non, mais c'est marrant ce que tu racontes, parce qu'effectivement, la course n'est pas partie. Pourquoi? Parce qu'il y avait un typhon et que les concurrents sont restés derrière la voiture de sécurité. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, Tréluyer, Lauterer et Fassler ont clairement identifié que, enfin, surtout Benoît, Benoît Tréluyer et André hmm, Lauterer, qui étaient déjà habitués à rouler au Japon, qui ont vécu là-bas et qui ont fait beaucoup de compétitions. Ils savent que quand le ciel est chargé à Fuji, à mon avis, c'est pas prêt de partir. Donc, il aurait mieux valu laisser la voiture en piste avec ce problème. Mais oui. on s'en fout vu que la course allait pas partir. Et donc, bref, ils perdent le titre là-dessus. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que justement, il faisait le forcing. Je crois que c'est Dr. Yutner qui voulait absolument faire rentrer la voiture parce qu'il voulait pas que la Ah, voiture casse, Ralph Hüttner. etc. Ah Ouais. ouais, là franchement, c'était les boules quoi. Il m'a dit, mais franchement, cette année-là, c'était Et, pour nous quoi. Et et comme alors, tu tu dis, vois, c'est la autre, connaissance qui fait que voilà, il disait que ça ouais. allait pas partir quoi. Autre édition qui a échappé à Toyota, puisque là, on est dans l'Endurance Club, donc on est entre spécialistes, on peut sortir du lourd. 99, il y a eu une course d'organiser à Fuji, qui s'appelait Ouais, les Le Mans Fuji 1000 km. On est un peu sur l'époque où, vous savez, il y avait eu le Petit Le Mans en 98 qui a servi de course inaugurale avant de c'est lancer vrai. l'American Le Mans Series. Il y a eu un peu plus tard l'épreuve de 1000 km au Mans qui a servi de rampe de lancement, pardon, pour, j'allais dire de lampe de lancement, non. Bref, de prémisse pour les Le Mans Series. Et bah pareil au Japon, on était dans ce délire de vouloir. Il y avait une volonté de percer au Japon et de faire une série dédiée aux courses style Le Mans. Donc il y a eu le Japan Le Mans Challenge, etc. Il y a eu plein de. Ensuite, il y a eu l'Asian Le Mans Series dans des premières moutures. Maintenant, ça tourne, mais à l'époque, c'était un peu compliqué. Et bref, Mais je crois il y qu'ils a, il y adorent a- le Mans quand même, les Japonais. Ah, bien sûr. Et là, il y avait un one-off, il y avait une course de 1000 km, donc le Mans Fuji 1000 km. Et c'est. Donc j'ai deux anecdotes là-dessus. Ah, C'est alors la déjà c'est seule Nissan qui course. gagne. Déjà, voilà, première anecdote, enfin c'est pas une anecdote, c'est le résultat. Première chose, c'est que c'est Nissan qui gagne, alors qu'on est chez Toyota, on l'a dit, le circuit de Fuji appartient à Toyota. C'est, je pense, la seule victoire en compétition de cette Nissan R391 avec, en plus, un pilote français au volant, Eric Oui. Comas. Ah c'est génial. Attends, la R391, c'est pas celle qu'on a vue au Mans. C'est une, enfin on l'a vue au Mans après, mais qui a pas Si, été si, mythique. ouais. C'est la R390 qu'on connaît. Mais là c'est pas une GT quoi. C'est vraiment une prototype. Oui, c'est le proto, mais on l'a vu au Mans aussi.
Oui, c'est Et vrai. les Moins. 1000 km de Fuji 99, c'est, si je ne dis pas de bêtises, la seule course hors 24 heures du Mans, en l'occurrence Le Mans 98 et Le Mans 99, à laquelle a participé un exemplaire de Toyota GT1, la C'est TS020. vrai? En gros, la GT1, elle est mythique notamment parce que toi, moi, vous qui nous écoutez, qui êtes peut-être trentenaire, quarantenaire, vous y avez joué dans Gran Turismo notamment, ou parce que vous l'avez vue au Mans, et bref, parce que c'est une voiture qui a un truc particulier qui fait qu'elle passe les époques et qu'elle est toujours iconique. Mais je vous rappelle qu'elle a quand même fait que 2 courses, le Mans 98, le Mans 99, et un seul exemplaire a participé à cette course de Fuji, et en plus il gagne pas. Elle termine à un tour, donc voilà. C'est dingue. Et c'est vrai que dans cette liste des engagés, quand tu revois, il y a peu de prototypes finalement. Nissan a Ouais, non, réussi à gagner pour un petit tour, comme tu dis. Et surtout, bah, cette il y avait une TS020 BM. avec Katayama, Suzuki et Tsuchiya, c'était les trois pilotes qui auraient donc dû, allez, entre guillemets, gagner une édition du Mans s'ils n'avaient pas crevé dans les dernières minutes, quoi. En proto, il y avait, en gros, il y avait une BM, il devait y avoir une... Une Dome, je crois. ouais, voilà, et puis une vieille auto XC, enfin, c'est une autre époque, hein. Mais il y avait beaucoup de GT, il y a une Supra qui finit dans le top 5, enfin voilà, c'est une autre époque, hein. Avec un autre Français, avec Pierre-Henri Raffanel. Non mais c'est Ah la magnifique. vache, ouais. J'adore me souvenir de ça parce que tu vois, t'avais Comas et Raffanel qui ont en fait ouvert la voie pour ces pilotes français qui sont allés justement au Japon. Et c'est pour ça qu'après Benoît Tréluyer y est allé, Loïc Duval et bien d'autres quoi. Pierre Gasly ensuite en Super Formula. Mais c'est vrai que ça fait partie aussi de cet attrait. Ces Mm. Français qui ont ouvert le bal finalement avant Jérémy Dufour, avant Sébastien Philippe et tout ça quoi. Il y avait quasiment un japonais par bagnole. Tu sens que c'était vraiment l'épreuve, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est comme tu dis, c'est l'esprit. Ils sont fans d'endurance et de 24 heures du Mans au Japon, et c'est souvent par là que l'Automobile Club de l'Ouest a essayé notamment de percer avec l'Asian Le Mans Series, en utilisant un peu le Japon comme point d'entrée et ensuite en ayant d'autres épreuves. Mais finalement, c'est pas par là que ça a pris. Enfin, Non, si je comprends en tout cas ce qui se passe depuis des années, c'est plutôt avec la Malaisie, avec je suis très Sepang surpris. qui a été la base. Ouais, mais parce que Sepang, en fait, putain, là, on parle pas du tout de Fuji. C'est pas, on va y arriver. Mais en fait, Sepang, de ce que j'ai compris, c'est que j'ai pas eu le plaisir d'y aller, mais c'est un circuit qui est très grand, qui a beaucoup d'installations que tu peux utiliser à l'année, et un peu comme les abords du Nürburgring, par exemple. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont leur base là-bas. Donc en fait, Hmm. c'est très simple pour elles d'y rouler. Si demain tu organises une épreuve de tourisme ou de GT au Nürburgring, il suffit juste de faire passer le mot. Je pense que assez rapidement, t'as 50 voitures d'engagées. D'accord, Enfin, je veux dire, ça d'accord. se fait. Et en fait, à Sepang, c'est un peu le même délire. C'est-à-dire que si tu es en Asie et que tu veux organiser une épreuve, tu fais un truc à Sepang, tu vas tout de suite avoir 20 ou 30 bagnoles qui Mais vont être tu présentes, quoi. vois, pour moi, c'est pas du tout Fuji, justement, ça pourrait être Motegi ou Suzuka. Alors pourquoi est-ce qu'en Asian Le Mans Series, on fait pas justement une épreuve au Okayama. Japon? C'est vrai que Ouais. t'as raison. Franchement, c'est un truc de dingue, quoi. On a un Asian Le Mans Series avec 4 courses. Et c'est vrai qu'il n'y a pas au Japon, parce que le Japon, évidemment, est dans le championnat du monde. Mais c'est vrai que Asian Le Mans Series, ça me paraîtrait pas illogique d'avoir une course au Japon, quoi. Bon, faisons remonter l'info, écoute. Mais en tout cas, Ouais, pas voilà. mal. Palmarès, et toutes les Toyota quasiment ont gagné, donc sauf la Mais oui, GT1 bien sûr, mais toutes les Toyota ont gagné, c'est-à-dire la TS030, la 040, la 050, la GR010 hybride, et même avant la TS010, donc là on est sur les groupes C, hein. C'est et vraiment un attends, circuit qui et est... la Ouais, 89C aussi, avec ouais, voilà. Ratzenberger et Nakazaka, hein, qui a gagné à Fuji en 90. Donc voilà, c'est Toyota, qui n'étaient finalement pas très en réussite en Europe et au Mans, ont réussi à s'imposer là-bas chez eux, justement, j'allais dire, à Fuji, quoi. C'est vrai. Donc là, voilà, épreuve à domicile, et je pense que Toyota va avoir envie de reprendre la main, puisqu'on reste sur une victoire Ferrari quand même à Austin. Donc là, Oui, il faut reprendre la main. attends, alors on y était revenu hein, d'ailleurs la semaine dernière, vous pouvez revenir et retrouver notre podcast justement qui revenait sur Austin. Mais Toyota perd la victoire d'un rien. Je veux dire, normalement, Kobayashi avec ses équipiers devait gagner face à Ferrari. Alors c'est la course, la pénalité sous drapeau jaune, etc. Mais Mhm. je pense qu'ils vont avoir une grosse revanche à prendre et que généralement à Fuji, ils connaissent le terrain, quoi. Exactement. Et c'est un circuit. Ça va être intéressant parce que Fuji, alors, tu vois, le truc. Enfin, on a eu plein de circuits différents là cette saison. Je pense aux épreuves récentes entre Interlagos, Austin, Le Mans évidemment, et puis le début de saison. Enfin, Fuji, c'est un circuit qui est complexe dans le sens où il a une vraie dualité. T'as une très grande ligne droite, t'as un premier secteur qui est assez rapide, et t'as un dernier secteur qui est très technique, relativement lent. Donc en fait,
c'est tout le problème, c'est de trouver la C'est vrai. voiture qui colle le mieux à ça. C'est par exemple un circuit où, tu vois, l'année dernière, Foucault, j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai relevé ça, il a atteint 333 km/h en pointe. C'est vraiment un circuit sur lequel tu peux vraiment atteindre de très hautes vitesses de pointe. C'est pas Et mal. La Ferrari qui c'est... atteint 333 km/h, j'aime bien. Ouais, tu crois que c'est fait exprès, c'est ça? Ils savent même pas. Les mecs qui sont à la com, tu crois qu'ils savent ce que c'est une 333 SP? Ah, Non, je sais pas, mais c'est comme la non, Peugeot Oui, oui. WR qui a fait le record de vitesse. Écoute, c'est peut-être fait exprès. Si c'est le cas, j'apprécie. Mais et par contre, t'as un dernier secteur qui est assez sinueux et piégeux, notamment avec le trafic. Et là, ça va être le cas puisqu'on n'a plus les LMP2. Hein. On a coupé les LMP2, on a que des GT, mais on a un field à l'avant de fou furieux en hypercar. Donc, regardez hein, les départs depuis le début de la saison, ou même les premiers tours, les premiers relais, on va dire, c'est quand même très animé en piste. Et bon, on l'a vu à Austin, c'est vrai, enfin, le nombre de contacts qu'il y a, c'est incroyable, en C'est hypercar vrai. comme en GT. Et là, je pense qu'à Fuji, notamment sur ce dernier secteur, il va y avoir des passages un peu chauds. En Ouais, fait, je j'en suis pense sûr. aussi. Ouais, c'est clair. Alors pour la 92e course de l'histoire du WEC, parce qu'on y vient depuis 2012, est-ce que Porsche serait vainqueur? Puisqu'on est dans les chiffres. Oh Je sais là pas. là. Ouais. Ouais, pourquoi pas, écoute. Je sais pas. Écoute, je pense que ça va être assez disputé. Ouais, Je pense quand même que Toyota, évidemment, vu sa connaissance du terrain, sera au rendez-vous. Mais ouais. j'évacuerai pas quand même ni les Ferrari qui ont quand même montré avec leur plateforme hypercar que ça pouvait bien fonctionner. Et puis, toujours ces Porsche, hein. Alors, elles sont pas les mieux placées, j'allais dire, pour être le plus efficace possible, enfin, par rapport au début de saison. Mais on sait jamais. Alors s'il pleut, je pense que ça sera mort hein, pour les voitures plateforme LMDH et non pas Oui. LMH. Mais bon, à voir. Et puis j'espère une bonne surprise de la part de Alpine, pourquoi pas. Bah, en fait, ouais, c'est ce qu'on évoquait dans le dernier épisode. Je pense qu'on est sur cette logique de montée en puissance. Ferrari, Toyota, Porsche, on sait qu'ils sont devant. Cadillac, on sait qu'ils sont, on en a parlé, les mercenaires Alex Lynn et Earl Bamber, ils font une saison 2024 en mode mercenaire. Ils ont une C'est bagnole, ils clair. sont deux. Ils vont pas aller chercher beaucoup plus loin, je pense. Enfin, peut-être, mais je crois pas trop à l'exploit isolé. Et par contre, derrière, ouais, voilà, il y a BMW qui a montré de belles choses, qui a mené à Austin. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont réussir à prouver les qualités de ce châssis Dallara voilà. Et puis bah, le châssis Oreca chez Alpine. Et puis même ce fameux moteur. Alors, de ce que j'en ai compris, il n'y a pas d'évolution. Ils ont pas. C'est compliqué chez Alpine la communication parfois. Ils ont dit qu'ils avaient identifié le souci moteur qu'il y avait eu aux 24 heures du Mans, Ouais. qu'ils allaient appliquer un correctif, mais qu'il n'allait pas être disponible avant la fin de saison. Donc, on est toujours dans le flou. Normalement, ça tient 6 heures, on l'a vu sur plusieurs manches, mais il y a toujours cette petite peur, on va dire, côté moteur. Donc voilà, mais si ça marche, effectivement, il y a de belles choses à prouver, il y a de belles choses à montrer, et en plus, il y a un certain Jules Goulon dans la voiture. Je te fais une transition, mais là, C'est vrai. je sais que t'es sensible à ça. T'as raison, t'as raison. Jules Gounon qui va remplacer Paul Louchatin. Alors, bon, on nous dit que l'information était depuis le début de saison et qu'on savait que dans le contrat de Jules, c'était une participation à une course au moins. J'ose espérer que ce n'est pas en raison de problèmes familiaux, j'allais dire, de Paul Louchatin qu'il est absent. Voilà, on va lui envoyer des pensées positives, sa femme aussi. Voilà, donc c'est pas des périodes faciles, mais j'espère que ça va aller pour Paul Lou. En tout cas, Jules Gounon sera bien dans la voiture 35 avec Charles Milesi et avec Ferdinand Habsbourg. Et puis dans la 36, ben là, il n'y a pas de changement d'équipage, sauf qu'on commence à parler de Nicolas Lapierre qui serait plutôt dans un rôle de manager ou de management comme il fait chez Cool Racing et plus trop de pilote pour la fin de saison. Donc on va voir chez Alpine, il y a peut-être un peu de changement aussi à venir et on est pourquoi pas en train de préparer aussi l'arrivée à temps complet de Jules Gounon dans cette voiture l'année prochaine, ça pourrait faire mal. Nicolas Lapierre n'est pas éternel, en fait. Non, Non, voilà. mais il vieillit comme nous. Bah Donc, oui, bah, enfin voilà, ça fait, enfin moi, ça fait partie des changements que j'opérerais. On va pas se mentir. J'aime beaucoup Nicolas Lapierre. C'est un mec qui est très sympa, toujours dispo, très rapide, qui a montré des choses énormes, qui a un palmarès énorme en endurance, mais je dis le mais, bah ouais, là, à mon avis, il est temps de laisser la main. Il y a quand même, voilà, et puis surtout quand t'as Jules Goudon qui tape à la porte, quoi. ouais, c'est T'as un ça. pilote officiel Mercedes AMG qui a une expérience de dingue et qui a surtout les crocs, mais comme jamais, et qui a envie de prouver. Enfin, je veux dire,
quand tu connais son histoire familiale, le palmarès, l'envie qu'il peut avoir, enfin j'insiste un peu sur ce côté envie, mais moi c'est le genre de gars que j'ai envie de mettre dans la bagnole, quoi. Donc Non, mais c'est clair. ça serait trop dommage de garder Jules Gounon en backup et de se dire on le met sur le banc de touche et puis on verra, mais on laisse un 6 majeur différent et lui on l'intègre pas. Non, non. Le gars, à un moment, il va changer d'équipe, hein, il veut rouler. Oui. Il peut pas avoir ses potes Marcello, Vantor, tout ça, Driss, rouler et lui être sur le banc, c'est pas possible. Ouais, je suis d'accord, surtout que le rythme, il est dingue quand Jules se met dans la voiture. Et puis Ouais. finalement, bah, ça renforce les liens entre Alpine et Mercedes, si tu vois ce que je veux dire. En Bien Formule sûr, 1, mais Alpine c'est va ça. rouler avec le moteur Mercedes, donc là, Oh finalement, voilà, il putain. y a, En il y a fait, des c'est ça, ententes. Bah oui, bah oui. c'est le pilote d'Andorre qui est le maillon qui lie Alpine et Mercedes. Ah putain, je l'ai pas vu venir celui-là. C'est Tu fou. vois, c'est incroyable, hein. Il y a des choses qui se trament. Jules Gounon en Formule 1, vous l'aurez entendu ici en premier. Eh ben, imagine si ça finit comme ça, ce serait Oh, incroyable. j'adore. Ah bah je Ouais. veux, je milite. C'est pas forcément la voie qui est suivie pour l'instant, mais Je crois pas, je crois pas. ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en endurance, c'est un sacré pilote et donc je suis quand même content qu'il puisse montrer aussi de belles Ah ouais. choses. On espère que la course soit pas Ah, trop j'ai hâte. marquée quand même par la pluie, hein, parce que c'est toujours un peu difficile. Bon, ça pourrait permettre peut-être à des équipes justement de se distinguer sous la pluie et d'essayer de remonter, mais bon, ça va pas être simple. On sait déjà que chez BMW, quand il pleut, c'est pas forcément facile, surtout qu'il reste sur une belle perf, hein, à Austin. Et je crois vraiment que chez BM, là, on a été très satisfait. Alors, ça va pas être, si tu veux, j'imagine, toutes les fois comme ça, mais on a peut-être trouvé quelque chose quand même chez WRT pour les faire un peu mieux fonctionner et mieux les exploiter, hein, ces BMW. Ouais, ils ont débloqué un truc, c'est sûr. Ils ont. Mais écoute, sur BMW, comme d'habitude, je suis un peu dans l'expectative. Ils ont Ouais. renouvelé leur confiance déjà à RLL pour l'année prochaine en IMSA. Bon, c'est pas vraiment une surprise, mais je crois que t'en parlais un peu dans le dernier épisode. Il faudrait savoir quel est le niveau d'échange et le niveau de partage d'informations entre les Ricains et les Belges de chez WRT. Parce que, en fait, il y a l'histoire en sport auto est un éternel recommencement comme dans d'autres disciplines. Et j'ai trop le souvenir de programmes qui sont comme ça un peu à deux têtes et qui à la fin échouent ou auraient pu mieux marcher. Ça me fait Ouais. penser à... Je vais faire un parallèle historique, mais moi ça me fait beaucoup penser à l'épopée Jaguar dans les années 80, où t'avais Groupe 44 qui exploitait les voitures aux États-Unis, et t'avais TWR en Europe, et au bout d'un moment, bah, on s'est rendu compte que TWR était un poil au-dessus, on va pas se mentir. Bah oui. Et du coup, bah, on avait perdu beaucoup de temps, c'est-à-dire que les voitures avaient pris... C'était pas les mêmes voitures, c'est pas les mêmes châssis. Il y avait des orientations techniques très différentes, et si on avait mutualisé, on aurait pu vraiment aller plus vite. Et les XJR9, je sais que c'est une voiture qui était chère, maintenant que tu Oui. m'as expliqué ça. Les XJR9 et suivantes, peut-être qu'elles auraient pu battre Porsche plus tôt, ou en tout cas, il y aurait pu y avoir ce match Jaguar-Porsche un peu plus tôt, si on n'avait pas eu cette dualité de programme. Là, c'est les mêmes châssis, c'est le même moteur, on est sur la même base LMDH de la BMW MV8 hybride, mais je sais pas quel est le degré de partage d'infos, et j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc un peu hermétique, quoi. Alors que c'est moins le cas chez Porsche. J'ai cru comprendre chez Porsche qu'il y avait vraiment une ouverture de la communication. Il y a Mathieu Jaminet notamment qui a fait le lien un peu entre l'équipe WEC et l'équipe IMSA, qui vient en observateur, qui prend des infos, qui regarde sur la façon de travailler, la façon de communiquer, de faire des feedbacks. Enfin, c'est tout un élément. Hein. Je parle pas juste de la voiture, je parle aussi Ouais, du c'est vrai. fonctionnement, tu vois. Et il faut pas que tu arrives à avoir un programme qui prenne deux directions opposées parce que ça Bah va pas dans le voilà. bon sens. Eh ben, mais j'arrive pas à comprendre. Si tu veux, chez Porsche, on a réussi à faire ça, donc à faire fonctionner avec Penske le programme en Europe, on va dire globalement, enfin dans le championnat du monde, et le programme IMSA. Chez Mhm. Cadillac, bah, ça marchait pas non plus tout à fait comme ça. Alors un petit peu mieux avec Ganassi qui faisait quand même le lien, mais on avait Action Express aux Oui, c'est États-Unis vrai, en IMSA. c'est vrai. Là, si tu veux, moi j'aurais vu Jota, qui l'année prochaine sera avec Cadillac, faire aussi l'IMSA. Et au final, je pense que ça va être Wayne Taylor Racing. Donc, j'arrive pas à comprendre comment on peut avoir finalement deux programmes avec deux entités différentes. Et bah, tu le disais pour BMW, mais ça va être pareil pour Cadillac. C'est pas loin d'être pareil aussi pour d'autres constructeurs. C'est pas le cas de Lamborghini. Lamborghini, Pour là, pour Alpine, le ça coup, se murmure aussi. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Donc, je vois pas pourquoi on fait appel à deux entités différentes. Après, je pense qu'il y a une logique financière aussi. Tu vois, les programmes Cadillac, je sais que
chez Cadillac, comme tu le dis, au tout départ, entre Action Express, entre Chip Ganassi, enfin, c'était pas très clair. En fait, au Mans 2023, l'attaché de presse, la plupart de son temps, ne faisait que rappeler que les 3 voitures sont officielles. Alors, oui, enfin, les 3 voitures sont officielles, mais il y en a une qui est exploitée par... Enfin, c'est compliqué, Oui. tu vois, et c'est que des montages, en fait. C'est juste parce que, est-ce que les voitures sont louées ou pas? Est-ce que les voitures sont achetées? Le personnel vient de qui? Et pourquoi ça se passe comme ça? Ça se passe comme ça aussi parce que il y a un règlement et que tu as une limitation du personnel que tu peux ramener sur place, tu as une limitation des coûts. Enfin, ce que vous voyez pas, mais en coulisses, par exemple, il y a beaucoup de... Je sais que tu vas souvent voir ça, toi, les notice boards, donc les Oui. décisions de la FIA et les questions. Les équipes peuvent poser des questions à l'organisateur en disant, bon, oui, alors, je voudrais savoir parce que dans le règlement, vous dites on n'a pas le droit d'avoir telle personne. Donc, des fois, ils font un peu les ingénus. Si on fait la saison avec 2 pilotes, ça va ou pas? Ça, c'est Jota. Si on fait une saison avec 2 pilotes sur certaines courses, ça va ou pas? Alors leurs organisateurs répondent, bah oui, d'accord, ok, bon, on va réfléchir. Après, on entend des rumeurs comme quoi il faudrait passer à 3 pilotes. Du coup, les organisateurs disent, non, non, on n'a jamais dit ça. Enfin bref, il y a des petites Oui, questions, etc. d'ailleurs, moi j'étais persuadé que c'était passé cette loi, Non, cette règle entre ouais, bah guillemets. oui. Quand j'ai commenté l'épreuve de Austin, donc j'en parle, et puis Patrick Rivet me dit ben non, non, c'est Non. pas encore officiel, etc. Et je pense que, tu vois, à la fois Porsche, BMW, Peugeot, ils sont un peu contre cette réglementation qui obligerait Hmm. les équipes à avoir 3 pilotes. C'est fou parce que on en parlait donc avec Benoît Tréluyer dans Trajectoire, encore une fois, sur cette histoire d'avoir intégré finalement 3 pilotes, et c'était devenu la norme. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on revient un peu en arrière parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sollicitations pour les pilotes qui font à la Ah fois oui, de la formule électrique, du championnat du monde d'endurance, ouais, etc. Et donc, bah, parfois, ça peut les aider d'avoir que 2 pilotes. D'un ouais. autre côté, je me dis que ça pourrait être sympa aussi de pouvoir former d'autres pilotes justement à l'endurance et de pouvoir suppléer à leurs besoins. Alors, c'est peut-être difficile, mais je sais pas, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée, mais a priori, on n'en prend pas le chemin de cette obligation d'avoir 3 pilotes. Bon, alors, et du coup, exactement. Et donc je reviens à le point que je voulais dire, c'est que il y a les équipes posent des questions. Et Ferrari notamment avait posé des questions en début de saison, je me souviens, en disant alors vous dites qu'on est limité à tant de personnes sur place, donc il y a une limite, je sais plus à combien elle est fixée, mais Ah de oui, c'est vrai. personnel opérant, c'est-à-dire des gens qui ont une fonction vraiment technique qui est liée à la bagnole. Je sais pas si c'est 40, peut-être moins 30, 40, je sais plus. Le Mans est un peu une exception, il y a plus de monde, mais en gros tu dois avoir un nombre de personnes identifiées qui ont un rôle pour s'occuper de la voiture, pas plus, c'est pour limiter les coûts, et puis c'est contrôlé avec les accréditations qui sont données, etc. Voilà. Et en fait, ils essayaient un peu de passer à côté de ce truc-là en se disant, bah, après tout, si on demande une accréditation média à un gars, mais qui va dans le box, il peut toucher la voiture. Enfin, en fait, il est média, mais bon, en fait, il peut toucher la bagnole, quoi. Et là, je crois qu'il y avait une décision de la FIA, enfin du comité WEC, ACO, FIA, etc., qui disait clairement, si on voit un gars qui porte une tenue Ferrari, qui est officielle, qui a un truc, une accréditation média et qui fait des opérations techniques sur une bagnole, il est viré direct et vous aurez une sanction. Donc, vous voyez, c'est quand même très contrôlé, quoi. Mais voilà, il pose des petites questions pour essayer de maximiser le personnel présent. C'est le jeu, hein. Je me souviens de ça. Je me souviens exactement de cette histoire. Ah bah on est des filous hein, en course Ouais. auto et On met un moto. peu de chauffage dans le box au Mans, on fait des trucs un peu... Voilà, c'est comme ça, on essaye de filouter, quoi. Ouais, on a froid et alors on est en Et bien juin. sûr, le mois de juin, il fait froid, bah oui. Ah, j'aime ça. Enfin, j'aime ça. En tout cas, je trouve ça rigolo. Je fais une petite digression de l'année prochaine, mais sur ces équipes, justement Cadillac, là, on est en train de comprendre un petit peu que les équipages sont en train de se construire chez Jota. Et bah, tu en parlais, je crois, la semaine dernière, à savoir si les pilotes qui sont actuellement chez Jota resteraient, s'il y aurait des nouveaux pilotes. A priori, on serait pour reprendre bah, le duo qui existe hein, cette année en WEC avec Bamber et Lynn qui sont donc les fameux mercenaires, comme tu disais. Et bonne nouvelle, je pense que pour Norman Nato, ça sent bon. Pour Ok. Will Stevens, je pense aussi que ça devrait être pas mal. Button sera là aussi. Et la surprise du chef, Sébastien Bourdet. Ça serait très très bien ça. A priori, il pourrait rester chez Cadillac. Bah, de toute façon, ils savent hein, que c'est un des pilotes qui est vraiment le pilier de cette organisation en IMSA. Mais s'il pouvait venir en endurance mondiale, bah, ce serait pas mal aussi, hein. Il va y avoir une redistribution des cartes entre... Alors, c'est officiel ou c'est pas officiel, Jota qui Non, s'occupe on en parle. Bon.
En fait, Pas encore si officiel. ça se fait vraiment, il va y avoir une redistribution des cartes aussi au niveau thunes. Et notamment Mobile 1, Mobile One, qui est le gros sponsor chez Jota et chez Porsche, qui apparemment du coup suivrait plutôt Jota. Oui, Brady, c'est pareil, hein. Brady, il est plutôt pote, je pense, avec je crois qu'il a Ignat des billes. et avec Jenson Button et tout ça. Donc, en fait, il va y avoir un espèce de transfert de livrée, peut-être. Je sais pas si Cadillac va accepter de changer ses couleurs traditionnelles et de mettre une livrée dorée. En tout cas, il va y avoir un transfert Je pense que d'argent, si. peut-être de pilote. Jenson Button, s'il continue, je sais que tu adores Jenson Button. S'il continue, il faudrait qu'il Alors, soit. Enfin, je sais pas. Lui, il va suivre. Enfin, bref, c'est je l'aime compliqué. Tant que c'est beaucoup, pas annoncé, on sait pas. mais en termes de pilotage en endurance, il le prend un petit peu trop par-dessus la jambe. Voilà, Jenson. Faut Ouais, se il est mettre au garé, hein, boulot, franchement. Jenson. Il est garé. Mais non, il peut pas. En fait, c'est lui qui est aussi la cheville ouvrière, si tu veux. Enfin, pas cheville ouvrière, comme on dit, le point central pour les sponsors. En fait, si tu veux, Oui, ouais, c'est ce que il est je dis. Oui, lié. bien sûr, bien Et sûr. oui. Donc, il va rester normalement. Et du coup, bah, conséquence, c'est qu'il y aura beaucoup moins de Porsche l'année prochaine en équipe cliente, parce qu'a priori, il y aura que Proton, Ouais. finalement, puisqu'il n'y a pas de remplacement pour l'équipe Porsche. Bon, C'est on, marrant on parce que ça, verra, mais je l'ai pas vu venir, tu vois. Et je pense moi non que, plus. en fait, comme on l'avait déjà dit avant, j'avais le sentiment que là, Porsche, ils arrivent. Au début, ils gagnent pas trop. Après, ils commencent à gagner. Et après, ils éclatent tout. Et ils font un top 10 où il y a 9 Porsche sur 10. Et bah finalement, ça va peut-être pas se présenter comme ça. Peut-être qu'ils ont eu aussi des consignes de la part des organisateurs en disant bon, vous allez pas poutrer la catégorie dès la troisième année, quoi. Ouais. S'il vous plaît, voilà, arrêtez un peu et laissez de la place, notamment. En fait, c'est aussi ne pas les laisser trop dominer pour pouvoir continuer à profiter de cet appel d'air qui fait rentrer de nouveaux constructeurs. T'as vu, je fais une transition pour après. Oh, c'est beau, Parce, c'est beau. parce que si tu bloques tout de suite le truc et que tu vois qu'en fait, si t'as pas une Porsche, tu peux pas gagner, le Hmm. championnat, il va tenir 4-5 ans puisque les voitures sont homologuées pour cette période-là. Mais après, il va pas y avoir de renouvellement. Donc, c'est pas dans l'intérêt, ni dans l'intérêt de Porsche de gagner seul face à pas de concurrence, ni dans l'intérêt des organisateurs de laisser un constructeur dominer. Ils ont des outils. Certes, il y a la BOP, mais la BOP, on l'a toujours dit. Et sincèrement, pour parler pas mal avec des gens qui œuvrent à cette BOP, elle est pas là pour donner artificiellement des victoires à tous les constructeurs. Elle est vraiment là pour donner à chaque constructeur les armes pour se battre face aux autres. Et enfin, Ouais. croyez-le, hein, je suis pas payé pour le dire. À chaque fois, je suis obligé de préciser, parce que on est dans un monde où le moindre influenceur ou le moindre créateur de contenu ce podcast n'est pas sponsorisé. Hein. Pas Certes, encore, pas encore. Attends, pas laisse encore. la porte ouverte. Non, mais certes, je suis amené à travailler, que ce soit pour des équipes, des organisateurs, etc. Mais là, je le dis en toute indépendance, les gens qui œuvrent à cette BOP n'ont qu'un seul objectif, c'est d'apporter une équité et que chacun puisse se battre avec les autres. Donc c'est pas pour distribuer des victoires, on n'est pas en WTCC sur les grandes années avec du lest. Enfin, vous voyez, Hmm. il y a vraiment une vraie dynamique et donc ça, ils ont intérêt à le préserver parce que sinon ça va s'arrêter. Là, il y a Aston Martin qui arrive, il y a donc Hyundai qui va arriver, on va, Ah, on va ça en c'est discuter un peu plus incroyable. en détail. Attends, tu, le- Et tu le ouais, passes comme ça là. bah Attends, non, mais Hyundai oui. Motorsport a annoncé justement, enfin, officiellement, que une LMDH serait donc engagée sous le nom de Genesis, non pas le groupe de rock, mais bien la marque premium, j'allais dire, de Hyundai. Donc Mhm. bah ça c'est assez fou parce que en fait Genesis, tu sais comment j'ai connu sur Gran Turismo. Je connaissais pas du tout cette marque et sur Gran Turismo à force de commenter des courses etc. Virtuelles, et bah du coup je me suis intéressé à cette marque et je me dis ah oui mais en fait elle existe vraiment et donc bah, ça sera Genesis qui sera embauché j'allais dire ou en tout cas engagé en WEC dès 2026 a priori. Donc ça c'est un sacré coup fait par le championnat du monde d'endurance Ouais. face au championnat du monde des rallyes. Parce que Hyundai, forcément, j'imagine bien qu'ils vont pas pouvoir faire à la fois un gros programme en mondial des rallyes et puis un gros programme en mondial d'endurance. Mais qu'est-ce que tu en penses de cette arrivée finalement de Hyundai Motorsport, qui est une marque finalement qui est moins typée circuit, si je puis dire, même s'il y a quand même des voitures en TCR notamment Ouais. qui roulent très bien, et qui arrive là en proto. C'est assez fou, non? En fait, ils ont un intérêt depuis plusieurs années, mais qui passe totalement sous les radars, mais pour l'hydrogène, et ils se sont rapprochés notamment d'étudiants, alors je sais plus si c'est en Hollande, mais il y a un prototype qui roule avec la technologie hydrogène, qui a fait des courses un peu improbables, mais ils testent vraiment la solution de manière concrète, et ils sont intéressés par ça. C'est-à-dire que là, on va avoir clairement, vous savez, hein,
l'ACO croit à la technologie hydrogène pour le sport automobile. Donc ils vont pousser ça. Il y a Toyota qui a clairement indiqué qu'ils allaient y être. Alpine, ça semble être aussi une voie de développement pour eux parce que Ah bien. les modèles de route le seront probablement à moyen terme. Et Hyundai est aussi un acteur puissant du domaine. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est cette volonté d'aller vers l'hydrogène qui fait que Hyundai rejoint le bateau. Trop bien. Donc on aurait donc 9 constructeurs si on compte bien. Alpine, BMW, Cadillac, Ferrari, Lamborghini, Peugeot, Porsche, Toyota et Genesis. Bah non, en fait, 10. Incroyable. 10 constructeurs l'année pro. Même 11. Mais non, mais attends, mais il y a Aston Martin. J'ai oublié Aston Martin. Bah oui. Donc non, ça va être un vrai championnat du monde. Ça va être génial pour 2026. J'espère que d'autres constructeurs, notamment français avec un Lyon, vont tenir jusqu'à 2026. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, Ça, j'y crois moins. Enfin, je sais pas. Non, je sais pas en Ah vrai. ouais? Alors, tu vois, j'ai retrouvé, je faisais ma petite recherche en parallèle, mais Ouais. ils s'étaient rapprochés donc Hyundai avait conclu un partenariat il y a quelques années maintenant. J'avais écrit ça en 2021 avec Forze Hydrogen Racing, qu'ils ont un prototype qui correspondait à la réglementation LMP3. Et c'est des étudiants qui préparent la voiture. Et donc, ils ont fait des compétitions, notamment, ils ont gagné une course à Assen. Alors, ça roule contre des trucs, je pense, ça doit être des courses qui mélangent des touring, des voitures un peu. On est plus proche du track deck de la compétition ultra poussée, tu vois ce que je veux dire. Mais Hmm. Hyundai avait quand même clairement sponsorisé cette opération. Et, euh, et assez discrètement, mais en tout cas avec l'envie de tester la technologie concrètement en course et d'avoir déjà des premiers retours techniques. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle que Hyundai arrive dans l'endurance parce qu'ils ont beaucoup de moyens. C'est le genre de constructeur qui a une vision quand même sur le long terme Ouais. et puis qui est déjà très impliqué en circuit. Enfin, au Nürburgring, il y a des installations. Moi, en fait, je pensais qu'ils allaient arriver avant en endurance parce que au Nürburgring, ils avaient une vraie montée en puissance avec des voitures TCR, on va dire, coursifiées et préparées pour le Nürburgring. Il y avait la volonté d'aller en GT. Enfin, ils ont une gamme qui se prête pas forcément au GT3 ou au GT4, etc., etc. Mais à mon avis, ça va devenir un acteur incontournable. Vraiment un gros acteur du sport auto circuit. Ah, sympa. Eh ben, écoute, Ouais. j'espère en tout cas que ça va donner des idées donc à d'autres et puis ben, conforter ceux qui sont déjà là. Donc, Ouais. bah, bonne Il manque nouvelle. qui maintenant qui nous manque en vrai Bah, à la fête? Mercedes. Oui, voilà. Ouais. Mais après, je sais pas si Audi, non. je sais pas s'ils ont vraiment envie de revenir vu l'histoire et l'historique qu'ils ont avec l'endurance. Mais en tout cas, ça serait génial de les retrouver. Ça, c'est sûr. Et on peut plus avoir, comme à l'époque, de riches clients fortunés qui prennent une Mercedes et puis qui l'engagent, tu sais, un peu façon McLaren F1. Ah ouais. C'est plus possible. Non, mais c'est vrai, parce que à un moment, ça pourrait être ça aussi. Tu pourrais avoir des mecs qui ont des AMG One. Enfin, bon, ouais. Ceux qui l'ont en même temps, ils sont très proches de Mercedes, donc ils vont pas aller à l'encontre du constructeur. Mais c'est dommage parce que je pense qu'il y a un vrai intérêt et des clients et des gens qui sont proches de Mercedes. Je dis ça clairement, hein, j'ai en tête des gens comme Nico Rosberg, comme euh, Hamilton. Bon, bah, il va quitter le navire, mais tu vois, tous ces gens qui naviguent autour de Mercedes, mais qui sont pas forcément des dirigeants, je pense qu'ils seraient tous enchantés par un programme en endurance, franchement. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Après, la plaie est encore ouverte, quoi. La plaie de 99 et de 55 est encore ouverte, hein, clairement. Ah bah complet, ça c'est clair. Et bon, si Audi revenait, ce serait pas mal, mais je pense que maintenant avec la nouvelle direction, ils veulent aller en Formule 1 et bon, je pense qu'ils ont oublié un peu d'où ils Laisse venaient casser entre la gueule guillemets. en Formule 1 et ils reviendront après. Oui, c'est ça. Ouais, mais il manque quand même un docteur, hein. Le docteur Ulrich, Hmm. c'était quand même un phénomène et dans le bon sens du terme. Donc ben, on va voir ce que ça va donner à Fuji, en tout cas, pas encore avec Aston Martin ou avec Genesis, mais en hypercar. Pour l'instant, on le dit à chaque fois, mais c'est très serré entre trois marques et trois voitures. La Porsche numéro 6 qui est en tête avec 12 points d'avance sur la Toyota numéro 7 et la Ferrari numéro 50. Donc ben, j'espère que ça va être disputé. Il reste plus que deux courses, hein. On l'a dit, Ouais, hein, et à Fuji, ça sera les points normaux, j'allais dire, 25 points pour la victoire, mais à Bahreïn, il va y avoir 38 points pour la victoire. Donc il n'y a vraiment rien qui est fait. Et je dirais que bah, les trois premiers peuvent encore gagner. S'il leur arrive des soucis, attention, attention quand même à la Porsche numéro 5.
qui monte sur le podium, qui n'a pas encore de victoire, mais bon, on ne sait jamais, hein. Je dirais que ça se joue quand même entre Porsche, Toyota et Ferrari, celle qu'on a citée, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise quand même. J'ai hâte de voir ce que ça va nous livrer. Après, il va falloir se lever tôt, par contre, hein, pour regarder la course. Je crois que c'est Aïe, aïe, 4 heures aïe, du aïe, matin. aïe. Ouais, le Japon, c'est toujours un peu relou pour ça. Combien? 4 heures du match, je crois, non? La Ouais, course. c'est ça, je crois. Ouais, Bon, alors je ne la commenterai pas. ouais Mais non, c'est là, c'est trop. mais non, mais c'est même pas du tout parce que je veux pas me lever, c'est que je serai sur 2 roues ce week-end. Voilà, parce que il y a également le bol d'or. Donc tu vois, je Ah serai oui, quand même ok. réveillé dans la nuit et je jeterai un petit coup d'œil quand même à Fuji parce que on aura notre débriefing la semaine prochaine. Donc va pas bien Ah falloir bah, que j'y je compte suive. bien. Non, mais j'y Ah bah compte bien. alors, Ouais, non, bah, ouais. quand même, quand même. Et en GT alors, en GT3, c'est plutôt Ferrari hein, qui ces dernières années réussissait à s'imposer. Alors avec la GTE, mais les 2 dernières Mm. éditions ont été remportées par Ferrari. Est-ce que là tu verrais peut-être une autre équipe que Porsche se distinguer? Parce que s'il pleut, moi je mets une petite pièce peut-être sur nos amis belges de chez BMW. Ouais, alors oui, c'est vrai ça. Non, je Et sais pas, qu'est-ce que t'en D'ailleurs, penses? si, d'ailleurs, je refais une boucle par rapport au début de l'épisode, mais les 1000 km de Fuji 99, j'y tiens à cette course. Vincent Voss avait participé, pour info. Mais non, Et donc, si, ah, si, c'est tu- énorme. j'ai quelques trucs. Je suis pas le mec le plus calé en palmarès et en pilote. Pourtant, on s'entraîne souvent, on fait des petits jeux entre copains là-dessus. Mais je sais que Vincent Voss a participé à l'édition 99. Je vais quand même aller vérifier, Ah, médire, mais j'adore, avec Xavier Pompidou, t'as raison. ouais, voilà, c'est ça. Sur une Sur une Viper Chrysler Crado. Viper. Ouais, parce qu'en fait, il y a toujours. Mais ça, on fera des épisodes historiques. Hein. Faut quand même bien distinguer les Vipers de chez Chamberlain et les Vipers de chez Orica. Et là, on était sur Ah la oui, grosse Viper Chamberlain, où, bon, faut être moins regardant dans les détails, quoi. non, Mais Vincent Voss avait participé. Alors, si tu parles de l'édition 2024 qui arrive, qui je oui. vois en GT, bah, malheureusement, j'ai l'impression que la Shkumun qui poursuit les Iron Dames va continuer. Ah oui, Enfin, je c'est sais pas vrai. pourquoi Oh là ça là. changerait. Et on est quand même sur une domination Porsche cette saison. Autant on le sait, en ELMS, on a des courses où il y a un vainqueur différent quasiment à chaque épreuve. Autant en WEC, la catégorie GT3, elle est quand même assez dominée par Porsche. Alors que pourtant, il y a une belle variété, on l'a dit, il y a 9 constructeurs aussi, je crois. Donc, Ouais, complètement. Bah, il t'as pourrait y t'as avoir des BM, résultats différents. Ouais. t'as Aston qui a gagné quand même la fois dernière avec une course quasi parfaite, mais ils étaient à domicile. Enfin, l'équipe Earth of Racing Team, en tout cas, à Mm. domicile à Austin. Bon, bah, les Porsche, évidemment, elles sont là. Chez Ferrari, j'ai l'impression que cette année, ça marche pas. Alors, soit ce sont les équipages, soit il y a un truc qu'ils n'ont pas saisi peut-être dans cette fameuse équilibrage de performance. Je sais pas. Pareil, les Lexus, pourquoi pas? Attends, on est sur les terres Toyota. Lexus, ils connaissent un rayon, donc ça peut être aussi peut-être un podium pour Lexus. Je parle pas d'une victoire, mais ça ferait plaisir quand même parce que depuis le début de saison, le meilleur résultat c'est 6e au Mans, hein. Donc voilà, il y a moyen peut-être de mieux faire avec bah, notamment comment s'appelle-t-il, Esteban Masson. Esteban Masson, ouais, Euh, carrément. Ça serait pas mal, tu vois, Esteban Masson dans l'une de ses Lexus avec Kimura et ben le troisième larron, qui c'est, je sais même plus, Lopez. José Maria, il est là-bas, oui, c'est ça, ouais. Eh, vainqueur Mais en titre quand même, hein, de l'édition 2023. c'est que ce palmarès qu'il a, celui-ci. C'est fou, hein, il gagne Aïe, aïe, partout. aïe. Il est tout Il est. terrain. Ah ouais, ça, des fois, il fait du tout-terrain. Ah, Et bah écoute, oui, pourquoi pas pour la victoire BM. En tout cas, si les conditions sont. En fait, à Fuji, le truc, c'est que souvent, les conditions sont connues. Il va flotter. Donc, ouais, s'il pleut, bon bah là, c'est pas que c'est une loterie, mais voilà, il faut mettre des pneus pluie, il faut composer avec, et voilà. Si par contre les conditions sont changeantes, sont mixtes, avec on départ sur le sec, un peu de pluie, après ça se calme, c'est là où effectivement les stratèges de chez WRT et le talent des pilotes qui sont derrière le volant peut faire la différence. Donc la météo va peut-être être le point central sur le bon, résultat en GT3, alors, peut-être un peu moins en hypercar. j'ai l'œil sur la météo. Je me suis dit, Ah, bon, je regarde pas souvent la météo en amont parce que je me dis, bon, ça peut changer. Aïe, aïe, aïe. Vendredi ouais. 13, pluie. Samedi, mostly sunny, donc ça va, il fait un Ouais. petit peu soleil. Et dimanche, showers. Bon, ben voilà, donc Voilà. j'ai bien peur que cette édition de Fuji soit encore marquée par des intempéries. Mais du coup, ça confirmerait ce qu'on s'est dit avec notamment BMW qui pourrait être au rendez-vous. Et donc, pourquoi pas, Lexus, vu la connaissance du terrain, hein. Ouais.
Ouais, carrément. Et moi, j'aimerais bien Lexus, on est sur une fin de vie un peu de ce modèle. La nouvelle version va arriver pas l'année prochaine. Si, 2025? Non, je sais pas, on est plutôt sur 2026, je crois, je sais plus. Mais en tout cas, ils vont avoir une nouvelle GT3. Et Ouais. ouais, pourquoi pas une petite victoire à domicile, entre guillemets. C'est quand même plus le domicile de Toyota, hein, on va pas se mentir. Lexus aussi, Oui. puisque ça fait partie du groupe. Mais le moteur de la GR010, par exemple, est préparé juste à côté de là. Donc, c'est plus une épreuve à domicile de Toyota. Mais allez, bah, moi je dis Toyota Lexus, comme ça on a un truc full Jap. Voilà, ce serait pas mal ça. Ce serait pas mal. Bah, moi, pour le côté un peu passion, et puis parce que bah, l'équipe de Jérôme Polican est bien sympa, j'aimerais bien une Lexus sur le podium. Maintenant, Ouais. quand même, soyons réalistes, et les Porsche seront quand même là. Bon, on sait jamais, hein, je te dis, les BMW, ça peut le faire aussi, donc à voir. C'est assez ouvert, et c'est ça qui est bien, en fait, je trouve. Cette saison de WEC, elle est juste, moi, je trouve fantastique. Et bah, on espère qu'il y ait encore un autre vainqueur parce que on en est à combien? On en est à 6 vainqueurs différents, 6 épreuves en hypercar et en GT. Bon, j'allais dire Porsche a quand même Non. beaucoup gagné. Ouais. Donc on a une victoire BM et on a une victoire Aston. Sinon, c'est que du Porsche, hein, 4 victoires Porsche. Mais bon, c'est quand même relativement serré. Donc à voir. Ouais, Fuji, bah, je te suis. Pourquoi pas Toyota Lexus, tiens, Ah, pour la victoire. Bah ouais. Bon, après, c'est vraiment du. oui. Comment dire? C'est du pari de chez Paris, hein, parce que c'est quand même assez osé en GT3 de parier sur Lexus. Mais comme ça, la victoire n'en sera que plus belle si vraiment c'est ça. Sinon, on dira qu'on voilà, Oui, faut assumer de on prendre a des voulu risques. prendre des risques. Exactement. Voilà, tout simplement. Ah non, attends, tu parles. Mais, mais c'est vrai que je trouve que ça peut être une opportunité voilà, d'avoir une hiérarchie un petit peu différente et de retrouver, voilà, pourquoi pas les BMW donc un peu aux avant-postes. Bon, on a fini cette petite présentation de Fuji, je pense. En tout cas, on y reviendra en plus long la semaine prochaine, évidemment, hein, pour revenir sur cette épreuve. J'espère hein, qu'elle va être disputée parce que bah, voilà, ça serait dans la mouvance de cette saison 2024 qu'on aime tant et qu'on suit évidemment attentivement sur l'Endurance Club, bien sûr. Est-ce que ça te va si on passe au C'est quoi ton actu? Ah bah carrément. Écoute, Ah, quand c'est quoi même. mon actu? Bah oui, je me le demande. Bah, tu te demandes ce que je fais, c'est ça? Ouais, voilà, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, cette semaine dans Auto Hebdo, il y a, moi tu sais, souvent ça va, on va dans cette direction-là. Il y a Bah c'est bien. une interview croisée entre Patrick Peter et Mark Wayoun. J'en avais déjà parlé un peu, mais Ah, bien. donc le fondateur du groupe Peter Auto et le nouveau boss. Donc j'ai eu la chance de les rencontrer. C'est la première fois qu'ils parlent tous les deux, on va dire, en même temps, pour expliquer cette transition. Si Ouais. vous suivez ça d'un petit peu loin, Peter Auto, c'est un groupe qui a été fondé dans les années 80, organisateur d'événements, agence de communication, enfin voilà, très très grosse structure, qui est notamment co-organisatrice avec la CO du Mans Classique, qui a porté les Le Mans Series pendant des années. Patrick Peter a été l'architecte, on va dire, des Le Mans Series aux côtés de la CO et de Jean-Claude Plassard. Et puis tous les meetings de courses historiques qu'on connaît, le Tour Auto, voilà. Donc énorme paquebot, c'est pas très beau de le dire comme ça, mais Oui, c'est ça, voilà, ouais. énorme société. Et voilà, Patrick Peter, il s'en est pas caché, ça fait plusieurs années où il avait dit qu'il allait passer la main. Il avait la volonté de vendre son entreprise et puis de passer à autre chose. Donc voilà, là il explique un peu comment ça se passe concrètement, et puis le nouveau boss Mark Wayoun dit un peu ce qu'il a en tête. Donc Ouais, ouais. bah vous pourrez aller découvrir ça. Euh, bah, enfin, sans trahir de secret, mais ce que je décris un peu dans l'article plus en détail, c'est qu'il n'y a pas y avoir une révolution non plus. Ils vont pas demain se mettre à organiser des meetings de courses modernes. Euh, on va être dans une transition et dans une continuité de ce qui est déjà en place. Ouais. Après, en sous-titre un peu, c'est que sportivement, dans les courses Peter Auto, sportivement, tout est déjà carré. C'est une machine qui est d'une organisation folle. Quand vous imaginez le nombre de voitures qui sont engagées au Mans Classique, les faire partir en piste, les faire revenir à leur paddock, vérifier que tout est conforme, enfin c'est une logistique dingue. Et là-dessus, tout est déjà carré. Par contre, il manque un petit aspect médiatique, on va dire. Euh, Ouais. Il y a un déficit de notoriété des épreuves en dehors du Mans Classique. Les 10 000 tours du Castellet où j'étais il y a 2 semaines, Oh, c'est peut-être populaire parmi quand vous, même, il y non? en a qui y étaient, mais c'est
pas une épreuve où beaucoup de gens se déplacent. Spa D'accord. Classic commence à avoir sa renommée, mais c'est pas non plus. Enfin, donc il y a un petit déficit un peu de popularité, on va dire, de notoriété sur ces épreuves. Et c'est un peu ça le défi qu'ils vont essayer de relever. D'accord. Voilà. Ouais, parce que Donc j'allais voilà. dire, tu vois, quand je vais au Grand Prix de France historique, je vois quand même, alors ok, on parle de Formule 1 ancienne génération, avec des pilotes qui ont marqué l'histoire, mais il y a quand même beaucoup de monde, tu vois, et au Castellet aussi, c'est pour ça que je fais la transition Ouais, mais avec les demi-tours. l'effet Formule 1 est différent d'un plateau qui est centré sur des voitures circuits qui sont peut-être moins marquantes pour les gens que la F1. Tu sors ne serait-ce que 3-4 F1, ça va faire tourner beaucoup plus de têtes que des prototypes des années 90, quoi. C'est vrai. Mais il faut Je compter pense. sur l'Endurance Club pour développer Voilà. l'endurance, justement. Donc voilà, donc mon actu c'est ça. Et puis écoute, bah voilà, je l'ai dit, je vais être de plus en plus actif dans l'historique. Donc je suis en train de faire renaître de ses cendres un site que j'avais lancé il y a quelques années, mais que j'avais complètement délaissé, qui est dédié au groupe C. Ouais. Donc il a été un peu remis au goût du jour au niveau esthétique. Et là, je vais commencer à envoyer la sauce sur les fiches présentation des voitures. Donc voilà, je vais t'en parler beaucoup. Dans les semaines et mois qui Ah, mais viennent, c'est très bien. je vais te parler beaucoup de groupe C parce que je vais clairement. L'ambition, c'est clairement d'avoir un site, le site référence là-dessus en français. Comment il Donc s'appelle? groupec.fr, Ah oui, tout d'accord. simplement. Bah, Donc il y a pas c'est pas le E, compliqué. j'ai pris l'appellation un peu anglaise, enfin la dénomination anglaise. Ouais. Donc groupe sans le E, groupec.fr tout attaché. On va Et faire groupe voilà. C podcast, tu vas voir. Groupe C club, Bah, je sais quand pas. tu veux, écoute, quand tu veux. Non, mais en tout cas, il est en travaux, soyez indulgents. Mais mais il va devenir un peu plus garni, un peu plus fourni. Donc voilà, c'est le genre de truc qui m'occupe. Et puis sinon, je peux pas tout dire ce que je fais. D'accord. J'ai des trucs en sous-marin, hein, voilà. Bon, d'accord. Et En toi, c'est quoi secret. ton actu? Alors moi, c'est pas du tout en sous-marin. Ah, tant Alors mieux, déjà, tu peux nous dire alors. non, mais déjà, je reviens du Castellet parce que j'étais donc à ce fameux marathon à 42 heures C'est vrai. en l'hommage à Jules Bianchi. C'était incroyable. C'était complètement dingue. Franchement, il y avait des personnalités folles. C'était voilà une course de karting de location, mais avec des pilotes de Formule 1, de Formule 2, de Formule 3, de rallye. Enfin, c'est- bravo aux organisateurs, franchement, à Philippe Bianchi et à Franck Lagorce, parce que avoir mis ça en place comme ça, c'est quand même dingue. Le marathon, il existait en fait avant et Charles Leclerc et Jules Bianchi, entre autres, roulaient. Et donc, il a été relancé. Ce marathon, ça fait 2 ans et c'était sur le circuit karting du Castellet que je Ok. n'avais jamais pu voir auparavant parce que Je sais même pas où il est. je suis pourtant souvent au Castellet, bah tu vois. Mais en fait, il est en face du Grand Prix Burger. En fait, si tu veux, il est derrière le virage le double droit D'accord. du Bosset. Ah oui, ok. Voilà. Oui, ok. Quand tu arrives à Signes, bah en fait, si tu allais tout droit après Signes, Ok. bah là, tu irais directement sur la piste de kart, quoi. Ok. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait le week-end dernier. Donc il y a des vidéos qui sont disponibles, etc. Et puis j'ai rencontré quelques clients pour le podcast Trajectoire, évidemment. Et donc je continue d'être actif, même si ça ne se voit pas, parce que là je suis en mode rediff actuellement. Parce qu'il Ah, y a ça y beaucoup est. de... Ben non, mais j'ai beaucoup de choses sur le feu. Et j'ai pas réussi encore à sortir ce fameux épisode qui, je pense, va être vraiment à compter parmi ceux qui sont, je vais pas dire mythiques, mais en tout cas marquants, C'est un comme banger. celui de, non mais comme celui de Jean-Marc Gounon, tu vois, on m'en Ouais. parle souvent en fait. Jean-Marc Gounon, Benoît Tréluyer, voilà, ce sont des personnalités qui marquent. Bah là, je pense qu'avec Jean Ragnotti, ça va être top. Ah, mais je le tease depuis je sais pas combien de semaines, C'est clair, tu mais me saoules avec celui-là. oh, ça va, mais, ouais, mais il va arriver. Il a tellement fait de choses. C'est incroyable. C'était une rencontre totalement folle. Donc voilà un petit peu l'actu podcast. Et puis bah, ce week-end, je commenterai la Formule 2 sur Canal+. Et où d'ailleurs Isaac Hadjar, lui aussi, est venu du Castellet pour le marathon pour aller donc en Azerbaïdjan. Et puis je ferai aussi un petit peu de passage au micro sur Eurosport. Donc là, c'est sur Canal, la Formule 2 évidemment. Et sur Eurosport avec le bol d'or. Donc voilà, Ok. je m'apprête à vivre un très bon week-end là aussi. Ok, bah ça va, bien, bien complet comme d'habitude, j'en attendais pas moins de toi, donc c'est bien. Voilà. Et la semaine prochaine, on débriefera évidemment des 6 heures de Fuji. Ça va être bien. Ça va être bien. Ouais, alors comme je disais, hein, je vais pas les suivre en live, ne Oh m'en là veux là pas. là là. Mais Non, quelle non, non, non. déception. Ouais, non, je vais me permettre je vais mettre une cassette, une VHS, et je vais programmer l'enregistrement, et puis je regarderai ça après. Voilà, exactement. Très bien, très bien. Tu me passeras la VHS. Ouais, je te l'enverrai, pas de souci.
Bon, bah top, on a essayé de faire pas trop long, mais on a encore fait long, hein, évidemment, comme d'habitude, sur cette présentation de Fuji. Et puis, bah, on reviendra la semaine prochaine sur le résultat, savoir si on est bon en pronostic ou pas, si les marques japonaises vont s'imposer ou si ça sera plutôt côté allemand. Parce que, en gros, hein, c'est soit Toyota et donc Lexus, allez, on va dire, choix un peu risqué, soit Porsche BMW, hein, tu vois ce que je veux dire? En GT, j'entends. Donc, Ah ouais, bon. je crois que t'allais dire au général, tu la Non, vois pas arriver la première victoire de Peugeot, mais celle-là, non. elle est là, la première victoire de Peugeot. Oh là là, ça serait beau. Tu vois, dans des conditions apocalyptiques, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, pourquoi tout de suite Ah ouais, genre avec deux voitures à l'arrivée ou un truc comme ça. Un peu à l'instar des 1000 kilomètres de Fuji 99. Ouais, c'est ça. Parce que même dans les années 90, ils se déplaçaient même pas, je crois, là-bas. Les Peugeot, ils y avaient pas été. Non, non, non. C'est vrai que Ouais. elle n'était pas là. Mm. Bon, bah Ok, merci bah en tout écoute, cas, voilà. Geoffroy. C'était top, encore une fois. Bah, merci à toi ce Et tu podcast de sais, grande tiens qualité. d'ailleurs, avant de conclure, enfin là c'est le moment de conclure évidemment et de vous laisser tranquille pour cette semaine, j'ai eu pas mal de retours, des vrais retours, donc n'hésitez pas à mettre des étoiles, bon ça ok, merci, sur les plateformes et des commentaires, mais en vrai ça fait plaisir aussi, franchement on a de plus en plus je sais pas comment on dit, de followers, Mhm. de poditeurs, mais non non c'est vraiment top et je crois qu'on est, voilà, on est bien suivi et je vais continuer de militer pour défendre les LMP3. Voilà ce qu'on m'a dit face à Geoffroy. Tiens bon, C'est vrai, on t'a dit ça, c'est bien. Ah, j'aime bien ça. c'est énorme, c'est énorme. Merci Geoffroy en tout cas, c'était encore un plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ça marche, à la semaine prochaine. Et ben voilà, sur l'Endurance Club évidemment, vous avez votre rendez-vous chaque semaine, vous connaissez l'heure, vous connaissez le rendez-vous, alors l'heure, en tout cas la périodicité on va dire, et donc on se retrouve pour parler des 6 heures de Fuji, pour parler un peu d'IMSA aussi parce que il y aura une course d'endurance de 6 heures à Indianapolis, ça sera la semaine prochaine, et donc on saura tout dans l'Endurance Club. Merci beaucoup, et puis bonne fin de journée, et à très vite.